Oui, donc bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir un langage, un interpréteur qui s'appelle Tabarnak. C'est un langage de programmation. Fait que c'est quoi qu'on va voir aujourd'hui? Je vais présenter le langage. Après, on va voir les composantes de l'interpréteur. Ensuite, on va voir un algorithme qui s'appelle Period Parsing. Ensuite, on va voir comment on fait la gestion des environnements pour les différents scopes. On va voir comment on évalue, comment on crée nos objets finaux. Ça, on va le voir dans le code, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Finalement, on va avoir une démo et une conclusion. Fait que juste avant qu'on commence, je voulais donner quelques informations. Fait que tout ce que je vais dire aujourd'hui ici est basé sur un livre qui s'appelle Writing an Interpreter in Go de Thorsten Ball. Donc, c'est ça. Si jamais ça intéresse quelqu'un, vous aurez la référence. Ensuite, on va voir comment on déclare des variables dans le langage. C'est long à dire, fait que je dis juste, si je dis let statement, ben, ça veut dire déclaration d'une variable, ou si je dis déclaration, on parle de déclarer une variable. Et finalement, des fois, je vais dire interpréteur, des fois, je vais dire langage. Ça veut dire la même chose. Un interpréteur, c'est juste une façon de créer un langage de programmation. Fait que c'est parti. Voilà le langage. Donc, déjà un commentaire. Tout ce qui commence avec ta gueule, c'est un commentaire. Ensuite, pour déclarer une variable, ce à quoi je faisais référence, mets-moi ça ici. Ensuite, une condition, c'est admettons que. Le else, c'est sinon là. Ensuite, une fonction, c'est j'ai jamais touché à mes filles, sauf une fois que je suis allé. Fait que tout ce qui est à l'intérieur va être la fonction. Un return, c'est au Québec. On a des fonctions built-in, fait que le print, c'est « gage-moi ça ». Pour avoir le length, c'est « long comment ». Puis le dernier élément d'une liste, le bout du bout. Fait que notre programme retourne les erreurs as values. On va voir un peu plus tard ce que ça veut dire exactement. Puis le file tab, c'est .qc. Fait que c'est ça, c'est écrit programme.qc, on voit ça partout. Maintenant, c'est quoi les types que supporte notre langage? Donc, c'est ça, on a des integers positifs, négatifs, on a des booléens, des strings, des arrays, des fonctions, puis on a nul. Une chose à savoir sur les arrays, je pense que tout le monde, quand on commençait la programmation, on trouvait ça bizarre qu'un array, ça commence à 0. Ben, j'ai décidé de fixer ça, puis ça commence à 1 pour avoir le premier élément d'un array. Donc, c'est ça. Puis on a un petit message d'erreur qu'on va voir plus tard si on essaie d'accéder au premier élément avec 0. Fait que c'est quoi les composants d'un interpréteur? Ça se sépare en 3 parties. Un lexer, un parser, puis un évaluateur. Donc, le lexer va prendre le code source qu'on lui donne et produire des tokens. Dans la prochaine slide, on va voir c'est quoi des tokens. Mais, donc, c'est ça. Et le parser va utiliser ces tokens-là pour créer l'arbre AST d'opération et valider la syntaxe. Ensuite, on a l'évaluateur qui va traverser cet arbre-là et qui va évaluer chaque node de l'arbre. Une chose à comprendre, c'est que le lexer et le parser travaillent ensemble pour créer l'arbre et passent ça à l'évaluateur. Fait que c'est pas le lexer crée tous les tokens, ensuite le parser crée l'arbre à partir de ça. Ils travaillent vraiment ensemble, puis le parser à chaque fois va demander au lexer c'est quoi le prochain token, prochain token, prochain token. Puis, c'est comme ça qu'on valide la syntaxe. On va voir ça dans la prochaine slide. Fait que, c'est quoi un token? Un token, c'est n'importe quelle chaîne de caractères ou caractères qui a une signification dans notre langage. Fait que si on a quelque chose comme ici, mets-moi ça ici, non égale 10, c'est pas j'aurais dû appeler ça X au lieu de non, mais whatever. Donc, mets-moi ça ici va être un token qui va signifier une déclaration. Non va être l'identifiant, le égal va être l'assignation, le int va être la valeur et point virgule signifie la fin d'une ligne. Fait que c'est ça, j'ai mis quelques exemples. On voit que vraiment tout est un token et je pense que l'exemple le meilleur exemple pour comprendre ça, c'est vraiment celui-là où on appelle une fonction, puis le début de la parenthèse va être un token, la fin de la parenthèse, les virgules. Et c'est comme ça qu'on va valider la syntaxe. Fait que le parser s'il appelle un identifiant qui est une fonction, ben, il va s'attendre à ce qu'on ait une parenthèse ouvrante et un paramètre
un argument, pas un paramètre. Un argument ensuite, et entre chaque argument, on a une virgule. S'il n'y en a pas, ben c'est là qu'on va throw une parsing error. Si on a oublié de fermer la parenthèse, ben c'est là qu'on va throw une autre parsing error parce qu'on va s'attendre à ce que le prochain token, ça soit une parenthèse fermante. Et c'est ça, true, puis point d'exclamation, c'est la même chose. Ouais. Donc, là, on va passer au parser. Le parser, son rôle, c'est de créer l'arbre. Et qu'est-ce qu'il y a dans un arbre? Donc, on a le root, qui va être le programme, qui va être une liste de statements. Maintenant, c'est quoi un statement? Un statement, c'est une instruction pour notre interpréteur. Et dans les statements, on va avoir des expressions. Fait que je vais donner un exemple. Si je dis let x égale à 10, ben, ce que j'essaie de dire à mon interpréteur, c'est prends la variable x, prends la valeur 10, puis associe-les un avec l'autre. Donc, quand je lui dis de faire une association, ça, c'est une instruction. Et l'expression, elle, c'est ce qui produit la valeur. Donc, les expressions produisent un objet final, tandis que les statements ne produisent pas d'objet. Donc, si je fais let x égale à 5 plus 5, bien, je vais devoir évaluer ce 5 plus 5-là qui est une expression, et après, le statement va s'occuper de faire l'assignation. Donc, ouais, c'est ça. S'il y a une chose à comprendre, c'est que c'est ça. Un statement ne produit pas de valeur, tandis qu'une expression produit une valeur. Fait qu'une fonction, c'est ça, une fonction, une opération, whatever, va produire une valeur. Maintenant, une chose que je trouvais intéressante, je ne sais pas s'il y en a qui se sont déjà posé la question comme moi, mais pourquoi en JavaScript ou TypeScript, je peux faire une assignation avec un ternary, mais pas avec un statement. Il faut que je le fasse à l'intérieur de mon if. Bien, la raison pour ça, c'est qu'un statement, c'est en JavaScript, non, un if en JavaScript est codé comme un statement, et contrairement à un ternary qui est codé comme une expression, donc produit une valeur, et on peut faire une assignation avec. Puis c'est ça. Ce qui est cool, c'est que c'est vraiment, on va voir plus tard que les designs qu'on peut faire dans un langage de programmation, mais c'est ça c'est un choix de design qu'on peut faire quelque chose. On a vu Rust juste avant. Bien, dans Rust, on peut faire une assignation avec un if, parce qu'en Rust, un if est codé comme une expression et donc produit une valeur quand c'est appelé. Fait que je trouvais ça intéressant, je voulais juste expliquer ça. Donc, on va passer à quoi ça ressemble les nodes à l'intérieur de notre arbre. Fait qu'un let statement va avoir un token, va avoir un identifier qui va être le nom de la variable qu'on veut assigner et la valeur qui va être une expression. Fait que comme j'ai dit, si on a 5 plus 5, bien, la valeur doit être évaluée pour qu'on puisse mettre 10 dedans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un identifier est une expression. Puis ça peut paraître bizarre, parce qu'en soi, on n'a pas vraiment besoin d'évaluer un identifier, mais si on a un exemple comme celui-ci, où on a x égale à 10, puis qu'ensuite on veut faire y égale à x plus 5, bien, on va devoir évaluer le 10 pour la valeur le x pour pouvoir avoir la valeur de 10 et finalement mettre 15 associer la valeur à y. Donc, c'est ça la raison pour laquelle un identifier, c'est un statement et donc produit une valeur. Ensuite, c'est à ça que ça ressemble une fonction dans notre arbre. Donc, on va avoir un token, on va avoir des paramètres qui est une liste d'identifiers. Et encore ici, c'est ça, on a un autre exemple de pourquoi on a besoin pourquoi les identifiers sont des expressions. Si j'appelle une fonction comme ça, bien, j'ai besoin d'évaluer le 5 plus 5 avant de pouvoir rendre 10 fois 2. Donc, c'est ça. Tous les identifiers doivent être évalués. Et dans le fond, il y a un body qui est un block statement qui est la même chose que notre programme. C'est la fonction main qui a une liste de statements. Donc, c'est ça. Et
pour les expressions, on va avoir deux types d'expressions. Donc, on va avoir des prefix expressions. Dans le langage, c'est simple, on en a juste deux. On a le moins et le point d'exclamation. Fait que ça, c'est tous les opérateurs qui ont juste une valeur à droite. Fait que -5, not true, des choses comme ça. Donc, c'est ça, c'est des opérateurs qui sont à gauche et la valeur à droite, contrairement à ce qu'on appelle infix, qui va avoir un opérateur au milieu et une valeur à droite, une valeur à gauche. Fait que toutes les opérations normales auxquelles on peut penser, 5 plus 5, 6 plus 8, whatever, tout ça vont être une infix expression. Maintenant, ça va être utilisé dans l'algorithme suivant, qu'on appelle Pratt parsing. L'algorithme Pratt parsing va nous permettre va régler deux problèmes qu'on va avoir. De un, dans certaines situations, il faut dépendamment du contexte, des fois, il va falloir parser un opérateur de deux manières différentes. Fait que le meilleur exemple, c'est le moins. Quand j'ai un moins, dépendamment de si c'est un prefix ou un infix, donc qui est entre deux opérants, je dois le parser d'une manière différente. Donc, cet algorithme-là, on register des fonctions qui vont nous permettre, selon le contexte, si c'est un prefix ou si c'est un infix, d'aller chercher la bonne fonction et de parse de la bonne façon. Et le deuxième problème que cet algorithme-là règle, c'est l'ordre des opérations. Fait qu'il y a des opérations qu'il faut évaluer avant d'autres. On va voir des exemples juste après. Et dans le fond, c'est ça. Cet algorithme-là va donner un poids à chaque opérateur. Et en fait, on va vérifier si le prochain opérateur a un plus gros poids que l'opérateur suivant. Si c'est le cas, on va parser notre opérateur, puis ça va devenir la partie gauche de la prochaine expression. Je sais que c'est bizarre, genre c'est pas très... On va voir un exemple, ça va être beaucoup plus clair. Mais c'est ça, cet algorithme-là, dans le fond, il nous permet de s'assurer qu'on se retrouve avec l'arbre de droite et pas l'arbre de gauche, parce qu'il faut parser, c'est ça. Sinon, on va s'attendre on va avoir la mauvaise valeur. Donc, c'est ça, l'ordre d'opération. Non, c'est ça. J'ai fait une petite démo. On va voir ce que je voulais dire par droite puis gauche. Fait que là, si on parse quelque chose comme 3 fois 6 moins 8, bien, on va commencer à 1, une valeur de 1. Dans toutes les integers valent 1 le plus bas possible. Et donc, on a fois qui a une valeur de 5. Maintenant, c'est là la décision à faire. Le 6, est-ce qu'il va avec le 3 ou il va avec le 8? Donc, on regarde l'opérateur à droite. Puisque l'opérateur à droite, vaut 4, bien, on va parser cette expression-là, puis elle va devenir la partie gauche de la prochaine expression. Ensuite, on recommence à 1 une fois qu'on parse, et on attache le 8 puisque c'est le dernier, et on se retrouve avec l'arbre final. Donc voilà, j'espère que c'est un peu clair. S'il y a un truc compliqué dans faire un interpréteur et tout, c'est vraiment du livre. C'est vraiment cet algorithme-là, c'est la seule chose que j'ai vraiment eu à étudier, puis bien comprendre, puis passer du temps. Donc c'est ça, si c'est clair, c'est bon. Si c'est pas clair, vous pouvez traiter ça comme une boîte noire on finit avec un arbre qui est correct, puis donc c'est ça. Au moins, vous allez pouvoir suivre le reste. Maintenant, la prochaine chose à laquelle je voulais toucher, avant qu'on aille dans le code puis voir comment on évalue les expressions, c'est comment on gère les environnements. Donc, c'est comme ça. On a une classe environnement avec une map et qui nous permet de set des valeurs puis de get des valeurs à partir de cette map-là. Et que c'est ça. Donc, on associe key value pair de string, qui est le nom de la variable, et chaque objet. Maintenant, ça peut paraître bizarre. Pourquoi on avait ça comme une classe? Parce qu'en vrai, on a juste recréé une map, puis on a mis ça dans une classe. Bien, la raison, c'est que ce qu'on veut, c'est que chaque environnement ait
chaque fonction est son propre environnement. Parce que sinon, on peut se retrouver avec une situation comme celle-ci, où si j'ai juste un environnement global, une map globale, bien, je vais set la valeur de 15. Ensuite, je vais appeler ma première fonction, qui, elle, va changer la valeur de x. Je vais set la valeur x à 15. J'ai mal mentionné. Ensuite, c'est ça, j'appelle ma fonction avec 5, qui, elle, va changer la valeur de x pour mettre la valeur de 5. Ensuite, j'appelle la deuxième fonction qui va rechanger la valeur de x pour mettre le 2. Et ensuite, c'est ça. Fait que moi, quand je viens pour printer x, normalement, je m'attendrai à ce que ça soit 15, mais je me retrouve avec 2 si j'ai un environnement global. Donc, chaque fonction va avoir son propre environnement. Maintenant, le deuxième problème que ça crée, c'est que si chaque fonction a son environnement, comment on gère une situation comme celle-ci où on déclare une variable en dehors de l'environnement d'une fonction, mais on y fait référence à l'intérieur de la fonction? La solution, c'est en fait, chaque environnement va avoir un environnement parent optionnel dans lequel on va aller vérifier, dans lequel on va aller chercher si on ne trouve pas la valeur dans notre propre environnement. Si vous êtes déjà la règle, s'il y en a qui connaissent la règle ESLint de ne pas shadow une variable, c'est exactement pour cette raison-là. Donc, c'est ça, j'ai un exemple ici. Si je fais référence à x, je sais, l'interpréteur ne va pas savoir si est-ce que je fais référence au x à l'intérieur de ma fonction ou est-ce que je fais référence au x à l'extérieur de ma fonction. Donc, c'est pour ça que, justement, on dit de ne pas shadow des... on a une ESLint rule pour ça, pour ne pas shadow des variables. Et le sujet que tout le monde adore, ce que ça permet, tout ça, c'est les closures. Donc, si on regarde ce qui se passe ici, on va appeler une fonction newAddr qui va set l'environnement initial avec x et qui va nous retourner une fonction qui va avoir son propre environnement, mais qui va aussi avoir une référence à l'environnement parent. Et donc c'est ça. C'est pour ça que quand on fait appel à la fonction avec 6, la fonction se rappelle quand même de la valeur 5 qu'on a appelée, qu'on a set précédemment. Parce qu'on garde une référence à l'environnement parent, puis c'est de là qu'on va chercher cette valeur-là. Et c'est ça, on peut appeler aussi des choses comme, c'est ça, on peut currying des calls comme ça, puis appeler des fonctions qui appellent des fonctions. Puis c'est comme ça qu'on garde le contexte dans lequel on est, que la fonction garde le contexte dans lequel elle est. Là, ça ne marche pas dans ce langage-là, ce code snippet-là, parce qu'il n'y a pas de mutabilité. Mais je voulais, c'est ça, juste montrer un exemple de l'exemple classique de closure, à quoi ça ressemblerait. Et donc, c'est ça. Fait qu'on garde une référence à l'environnement parent qui va avoir la valeur de count à l'intérieur. Fait que c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on appelle add, on est capable de mettre plus 1, plus 1, plus 1 à chaque fois et de changer, de se souvenir de la valeur. Oui, au Québec, ça retourne. Tu fais bien de mentionner ça. En fait, au Québec, le return, c'est juste un control flow. Fait que c'est juste pour les early returns. La dernière opération va toujours return quelque chose. Fait que, ouais, c'est ça. De toute façon, on va voir ça dans le code, dans les exemples. Et donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on se retrouverait avec la valeur de 11 quand on retourne d'un closure. Donc, on va aller dans le code parce que je pense qu'on va voir comment on parse une expression. Oui, c'est ça. Fait qu'on va prendre je vais juste présenter les objets avant. Donc, ça, c'est ça. À quoi ça ressemble un objet? Un objet, c'est toutes nos classes vont implémenter cette classe objet-là qui, on peut ignorer inspect, ça c'est juste pour debug, mais qui va avoir une fonction type qui va nous retourner
le type de l'objet présent. Donc, ça peut paraître bizarre, mais on va comprendre ça ça va être beaucoup plus clair de pourquoi on a ça en regardant dans le code. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on va aller à travers le flow de OK, ben comment on parserait quelque chose comme 8 plus 3. Fait que 8 plus 3, ça serait une infix expression. Donc, on a le plus au milieu, on a 8 à gauche, puis 3 à droite. Fait que là, la première chose ouais, c'est ça. On va évaluer la valeur de 3, qui va être un integer, puis qui va juste nous rendre un nouveau integer avec 3. Ensuite, on vérifie si c'est une erreur. Si c'est une erreur, on la retourne, sinon on ne fait rien, on continue. Et on fait la même chose pour write, qui va juste nous rendre un integer qui va avoir une valeur de 8 à l'intérieur. C'est là que c'est vraiment, ça devient intéressant. Tu sais, je trouvais... En tout cas, on va voir déjà, je me perds. C'est ça, le pourquoi on a besoin d'un type, une fonction qui nous permet de voir le type de l'objet. Fait que tu sais, si je fais une opération plus avec 2 strings, ben ça ne va pas être handle de la même façon que si je fais une opération, une addition avec deux nombres, 2 integers. Fait que dépendamment de des objets qu'on compare, on va appeler la bonne fonction. Puis c'est ça ici qui va nous permettre de retourner des erreurs. Si j'essaie de faire 5 plus true, ben c'est une erreur parce que le type de gauche ne va pas aller avec le type de droite. Donc, fait que c'est ça. On va avoir plus d'erreurs après, là. Des petits messages cute. Fait que c'est ça. Fait que là, on va continuer. Fait que là, on appelle eval integer infix expression, parce que c'est ça qu'on a, le fameux 3 plus 8. Et donc, c'est ça. C'est vraiment juste ça. Je trouvais que c'était comme assez clair. Tu sais, tu prends la valeur tu prends la valeur de gauche, la valeur de droite, puis tu rentres juste un nouveau integer avec la valeur de gauche plus la valeur de 3, puis c'est ça. Si on essaie de diviser par 0, on fait une erreur. Donc, c'est ça. Et la prochaine chose sur laquelle que je voulais toucher, que je trouvais vraiment intéressant, c'est que ici, si on remarque, contrairement au integer, ici, on appelle une fonction. Et cette fonction, dépendamment de si ici, le input est true ou false, elle va nous rendre une constante. Fait que ça veut dire que dans notre interpréteur, on crée une valeur true, une valeur false, puis une valeur nulle au début. Et après, on repasse toutes ces références-là tout le temps. Fait qu'on réutilise toujours le même true, le même false et le même nul. On ne recrée jamais ces objets-là. Fait que je trouvais ça quand même intéressant. Fait que, ouais, c'est ça. On utilise toujours les mêmes... on rend toujours ces valeurs-là. On n'a jamais besoin d'en recréer. Donc, et ouais, c'est ça. Ce que j'avais mentionné au début, c'est qu'on a des errors as value. Donc, ici, par exemple, on return une fonction. Mais tu sais, quand je parlais de comment tu veux design ton langage de programmation, ben, tu sais, si ici, au lieu de return, je throw, ben, on vient de faire un changement de design dans notre langage, puis on a des exceptions maintenant au lieu d'avoir des erreurs as value. Fait que je trouvais ça intéressant aussi. Et le dernier point que je trouvais intéressant aussi, c'est que dans notre langage, ici, on a nul et false uniquement qui sont false. Sinon, tout le reste est true. Tu sais, si on compare avec quelque chose comme JavaScript, ben 0, c'est false. Un empty string, c'est false. Puis, fait que tout ça, c'est juste contrôlé par une petite fonction qui décide de... ben, tu sais, c'est ça. Si moi, je voulais que 0, ça soit false, ben, je ferais juste rajouter un case ici, puis je retournerais false si la valeur était 0. Fait que, tu sais, c'est c'est ça, des petites décisions comme ça de design qui se font juste à travers une fonction
je trouvais ça assez intéressant. Puis, fait que c'est ça, je voulais partager ça. Donc là, on va aller dans les exemples, les fameux exemples. Fait que déjà, on va commencer avec les parsing errors. Donc, c'est tout le temps... Non, OK. J'ai une liste de messages, puis j'en prends une au hasard. Là. Fait qu'ici, c'est ça. Tu as mis un égal, je veux une variable, c'est compliqué que ça. Mets-moi ça ici. C'est une parenthèse qui s'ouvre, mon chum réveille. Puis ici, donc, ouais, c'est ça. Tu es sûr que c'est un end of file qui va là? Je pense que c'est une parenthèse qui ferme, fait plus de sens. T'en penses quoi, mon pit? C'est un peu long. Donc, c'est ça. Ça ressemble à ça, les parsing, les erreurs de parsing, les erreurs de runtime. OK. Ouais, c'est ça. Une chose, je track la ligne pour les erreurs de parsing, la ligne exacte. Pour les erreurs de runtime, c'était trop compliqué dans le LSP de faire ça. Fait que toutes les erreurs sont en désordre à la première ligne. Fait que c'est ça. Quand on essaie de faire x plus true, ça me dit tu mélanges des affaires qui ne se mélangent pas, mon pit. Puis là, donc, c'est ça, gâche-moi ça. X, ça, tire-toi une bûche, il faut qu'on parle. X n'existe pas. Ensuite, c'est ça, l'autre erreur, c'est qu'on essaie d'appeler un integer en tant que fonction. Donc, arrête de niaiser avec la POC, ce n'est pas une fonction, c'est un integer. C'est ça, qu'on essaie d'appeler quelque chose qui n'existe pas. Tire-toi une bûche, là, il faut qu'on parle, n'existe pas. Puis le dernier, c'est ça qui essaie de diviser par 0. Est-ce que t'as fait que c'est ça. Fait que on peut voir, c'est ça. Les comments aussi fonctionnent. Puis, ouais, c'est ça. J'ai pas fait de actual exemple. Fait que je peux en montrer un, mettons. Ouais, ben voilà. Donc, je vais montrer le fichier en tant que tel pour que ça soit plus... ouais, c'est ça. Fait qu'ici, on définit X, on définit Y, on fait Y fois 2, c'est ça l'arbre d'opération que je disais, plus X, et donc on va se retrouver avec 12, et donc c'est 15 ou moins. Donc c'est ça. Fait que ça fonctionne, c'est un langage qui fonctionne. Je ne pense pas que ça va remplacer Java, mais... on peut l'utiliser pour vraiment faire des choses. Puis, une autre chose que je trouvais intéressante, c'est qu'une fois que tu as le object system de base, bien, ce que tu peux faire, c'est que tu peux continuer d'écrire ton langage dans ton langage. Fait que si vous êtes déjà demandé comment TypeScript est écrit en TypeScript, bien, c'est ça, on fait juste le set de base qu'il nous faut pour avancer, puis après, on écrit le reste de notre langage dans notre langage. Ça s'appelle Bootstrap. Ouais, ça s'appelle Bootstrap. Fait que, ouais, c'est ça. Je trouvais ça aussi intéressant, je voulais mentionner ça. Et c'est ça. Donc, pour continuer la dernière slide, ce qu'on vient de faire ici, c'est, on appelle ça un langage ésotérique. Donc ça, c'est des langages qui sont faits genre plus pour être drôles, qui sont pas vraiment faits pour être pris au sérieux. Et donc, je voulais en montrer quelques-uns d'autres langages comme ça qui existent. Fait que déjà, il y a Brainfuck, c'est genre un array géant, puis on fait juste manipuler les bits. C'est vraiment bizarre, mais on se retrouve avec Hello World. J'ai aucune idée comment, mais on se retrouve avec ça. Ensuite, il y a Chef, qui est comme une liste d'ingrédients que tu mets dans un mixing bowl, puis tu fais des dishes, puis en tout cas, encore une fois, j'ai aucune idée comment ça marche, mais... ben lui, I guess, il ne marche pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Whatever. Et finalement, c'est ça, je voulais montrer lolcode, que j'ai pas pu trouver de trucs en ligne pour ça, mais ça ressemble à ça. Donc, tu commences un programme en disant « hi », puis tu définis une variable en disant « I has a var », « it's », puis là, tu donnes sa valeur, puis tu finis un programme avec « k thanks by »,« I'm in here »,
I'm out a year. En tout cas, c'est vraiment bizarre. Mais c'est ça. Fait que, puis aussi, il y a aussi PyGat qui permet genre de Kai Senat Bop, Let Him Cook, Chat Is This Real. Tu sais, c'est vraiment Yo Chat. C'est vraiment Arrête-toi. C'est le try catch. Ouais, c'est ça. C'est Skibidi aussi, ça c'est une classe. Ouais, c'est ça. Fait que ça ressemble à. Il y a une liste complète si jamais ça intéresse quelqu'un sur ce site. Ça va jusqu'en bas. C'est esolang.org. Puis vous pouvez en trouver plein. Puis je vais plugger le mien que vous pouvez utiliser aussi si jamais ça vous intéresse, qui est en ligne. Je n'ai pas le syntaxe puis tout les LSP pour. Il faut que je le push dans le site officiel. Fait que d'ici demain, ça devrait être fait. Mais c'est possible de jouer avec l'interpréteur en ligne sur interpréteurweb.vercel.app. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose, au moins par rapport au langage de programmation, comment ça fonctionne. Et fait que c'est ça. Si vous avez des questions, on peut y aller. Merci. Yes. Gouvernement, peux-tu payer ou utiliser ton langage pour ça clique et le site descend? Ah, non, j'ai pas encore j'ai pas reçu le paiement encore. Yes. L'autre fois, je me demandais, c'est quoi ça intéresse de rajouter du comparatif? C'est qui, mettons, à ton langage interprété ou. Il faudrait que ça soit un compiler. Ouais, c'est ça. Il faudrait que ça soit un. Si tu veux compile time safety, il faut que ça soit un compiler. Oui, un checker ou un certain programme qui analyse le. Mais en ce moment, ouais, c'est ça. Le runtime, le LSP, run l'évaluateur en background. Fait que si ton code roulerait pas, te donnerait une erreur, tu le vois directement. Comme je te dis, c'était comme je voulais pas changer tout le code juste avant la présentation, mais pour les erreurs de runtime, je track pas la ligne à laquelle c'est arrivé, donc c'est pour ça qu'elle se retrouve tout en haut. Mais mettons que ton programme, il ne termine jamais, tu pourras jamais déterminer s'il y a une erreur, quelque chose comme ça. Fait que c'est comme ça que tu fais, dans le fond, dans ton IDE directement, tu interprètes le programme pour évaluer s'il y a des erreurs. Dans mon IDE, dans le. Tu avais comme la coloration syntaxique, vous voyez ça, tu montrais des erreurs. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le LSP. Je peux montrer vite fait, mais. Puis le LSP compte l'interprétant directement. Tu vas voir, check. Mais ici, là. Il exécute pas. Ici, c'est vraiment validate. À chaque keystroke, littéralement, je l'ex, je parse, puis j'exécute le programme. Après, je récolte les erreurs. S'il y a des erreurs, je les envoie à ton éditeur, puis c'est là qu'il te les montre dans ton éditeur. Ça, c'est pour tes runtime. Ouais. Et le parsing error aussi. Parce que check, il y a le parser aussi. Fait que c'est ça, c'est vraiment. C'est pas un. Disons que côté performance, à chaque keystroke de rerouler l'évaluateur, c'est pas la chose la plus performante. Puis aussi, normalement, tu as des réconciliations. Moi, j'envoie tout le fichier à chaque fois. Fait qu'à chaque fois que tu changes le fichier, c'est un nouveau fichier qui est envoyé. Normalement, tu fais de la réconciliation puis des trucs comme ça. Mais c'est ça, moi, c'était juste pour cette démo-là. Fait que je voulais pas trop, c'est ça, aller trop deep. Juste lui, puis après. J'ai deux. Ouais, vas-y. En termes de performance, tu pourrais faire un debounce. C'est que là, S'il y a un debounce, ouais. Ok. Mais c'est un debounce à chaque keystroke, de genre 200 millisecondes. J'avais compris que c'est comme à chaque fois que tu tapes un clé. Ouais, le debounce, c'est comme, ouais. Mais oui. C'est parce qu'initialement, j'avais pas de debounce, puis là, je l'ai fait parce que mon ordinateur il allait exploser. Surtout que j'avais une loop infinie à un moment donné, puis je comprenais pas pourquoi ça prenait comme 50 gigs. J'ai compris finalement. Puis l'autre phase, je me rappelle pas si j'avais vu une façon de financer un radar, mais j'avais une suggestion pour ça. Pourquoi? J'ai pas compris. Lancer une erreur. Lancer une erreur, ouais. Ouais, je
je pensais, si t'as pas quelque chose pour ça, tu peux mettre je pète une coche ou quelque chose. Ouais. Écoute, je prends les. Si tu veux faire une pull request, puis je vais la merge, y'a pas de problème. C'est bon? Ouais. Ouais, c'est ça. Monsieur Jean-Marc, t'as vu ça pour le fun, le plaisir. Ouais. Mais as-tu des AA, des moments AA, des perspectives nouvelles? Y a-tu des choses que t'as vraiment comme cliqué? Ben, tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué en regardant d'autres vidéos là-dessus. Je pense que, tu sais, quand on fait du code, normalement, on essaie de ne pas avoir trop de, tu sais, de if, else, puis des choses comme ça. Tu sais, on essaie de. C'est pour ça qu'on a des. Tu sais, polymorphisme, puis tous ces trucs-là. Mais tu sais, quand tu regardes l'architecture des compilers, ils sont très explicites, compiler puis interpréteur. Tu sais, c'est très explicite. Comme tu as vu, j'ai un case. Ici, si on check le Lexer, ben, tout ce que je fais le Lexer, c'est j'ai plein de cases, puis ça dépend juste de genre, OK, ben si c'est ça, je rends ça, si c'est ça, je rends ça. Puis c'est très explicite, puis ça peut paraître un peu, tu sais, genre, ça fait un peu peur dans un sens, parce que, tu sais, on dit, oh, wow, un langage de programmation, tu sais, mais quand tu essaies de comprendre, c'est pas la chose la plus compliquée. Fait qu'à guess que une autre chose que je dirais, c'est que si tu essaies de comprendre quelque chose, les choses peuvent paraître, disons, plus, nous faire plus peur que ce qu'elles sont réellement. Puis quand tu t'y mets un peu, ben, tu réalises que c'est pas le truc le plus sorcier du monde. Puis ça, je pense que ça s'applique à vraiment toutes les technologies. Puis c'est en faisant un langage comme ça que j'ai développé une technique où genre pour apprendre les choses, j'ai tendance à rebuild un toy version de cette chose-là pour comprendre, OK, ben, comment ça marche under the hood. Puis, tu sais, même si c'est pas réellement production ready, tu comprends? Mais tu as une meilleure idée de, OK, ben, qu'est-ce qui se passe quand j'utilise ce truc-là, puis ça donne une perspective, je dirais, un peu différente de c'est ça, ce que tu es en train d'utiliser. C'est bon? Ouais, vas-y. Tu me rappelles comment tu interprètes les fonctions? C'est pas ça que tu as fait ça. Ouais. Fait que quand on définit une fonction, on crée juste une fonction literal qui va juste nous permettre qui va retenir le body. Si on va dans fonction. C'est ça, qui va avoir toutes ces choses-là. Donc, on crée la fonction quand on voit une fonction dans l'arbre, quand on voit une autre fonction, mais on ne l'exécute pas encore. Fait que, on a juste le body qui est une série de statements. Et c'est là aussi qu'on crée l'environnement auquel je faisais référence. En fait, ouais, en tout cas. Ensuite, donc on crée l'objet function et une fonction, on doit la runner jusqu'on a un function call. Ouais, ça voilà. Fait que quand on appelle la fonction, c'est là qu'on doit l'exécuter. Fait qu'on crée la fonction avant, mais on n'exécute pas son contenu, on l'exécute juste une fois qu'elle est appelée. Puis, une fois qu'elle est appelée, c'est rien d'autre qu'on va aller la chercher dans notre environnement. Fait que ça va nous rendre la fonction qu'on vient de créer. Ensuite, on va aller évaluer les expressions. Fait que c'est ça. Si c'est juste si c'est une expression complète, on va parse toute la chose puis avoir l'objet final. Si c'est juste un 5 ou whatever, on va juste on va créer le integer. Et ensuite, on va appeler la fonction qui applique la fonction. C'est là qu'on va vérifier, OK, ben, est-ce que c'est réellement une fonction que j'ai en ce moment ou je suis en train d'appeler comme une fonction un integer, comme je vous montrais dans l'exemple précédent, dans les exemples. Et là, c'est là qu'on extend notre environnement. Fait qu'on va prendre toutes les variables du environnement par an, puis les mettre dans notre nouvel environnement. Puis après, on va vraiment exécuter la fonction
Puis si c'est un return, fait que si on a un early return, ben, c'est à ça que ça sert le unwrap return value. Je sais pas si c'était clair, c'était un peu... C'était correct? Tu comprends? Ok, cool. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de stack trace. Là. J'essaie d'expliquer le plus clair possible. J'espère que c'était clair. Excuse, j'ai une autre question. Ouais. Tu as reconnu ton tabarnak dans tabarnak? Écoute, si je... Ouais, peut-être, je vais... Ouais, si j'ai rien à faire un jour, je vais m'y mettre. Ouais. C'est pas une question, mais petit peu, je pense qu'il mérite dans la présentation. Tu es en train d'utiliser un LLM. Ah oui, je l'ai mis ici. Ouais, fait qu'à un moment donné, j'ai dit à mon agent de faire un changement, puis comme sans aucune raison, il a décidé de changer le message d'erreur, puis il a décidé de mettre ça sur la faute des anglos. Puis il a vraiment utilisé le mot anglo, que j'ai trouvé ça vraiment drôle. Fait que c'est ça. I guess qu'ils ont scrape les subreddits québécois. Parce que c'est un modèle chinois, genre c'est pas Claude, c'est genre GLM, ou je pense Kimi. Donc ouais, c'est ça, c'est straight des Chinois. Merci.